Bienvenue et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Virginie Routaboul et je suis chargée de relations adhérents et en charge des sujets liés au développement d'activités de l'international au sein de Digital 113. Pour ceux qui ne connaissent pas, Digital 113, c'est une association qui fédère les acteurs faiseurs du numérique sur le territoire de l'Occitanie. Et dans notre feuille de route, nous avons en effet des sujets qui concernent le développement des activités à l'international. Nous mettons en avant chaque année un pays. Cette année, nous avons décidé de devenir partenaire des actions qui sont menées par RADOC et par la région Occitanie à New York pour ce qui concerne la destination des États-Unis. Et donc, du coup, si tu veux bien aller sur la slide suivante, merci Stéphanie. Pour aborder ce sujet de destination USA, on a organisé une programmation de plusieurs webinaires. Aujourd'hui, en fait, nous sommes sur le sujet de, je dirais, la stratégie commerciale et précisément l'agressivité commerciale aux États-Unis et comment sortir du lot, euh, qui sera donc illustré par une intervention de Christina Buffet. Et nous avons pour les prochaines étapes un webinaire qui sera prévu le 20 mai, mardi 20 mai, à 15 heures et qui va aborder en effet une délégation, une learning expédition à New York, 4 jours. Et ça sera donc l'opportunité d'échanger sur le contenu de cette délégation ce 20 mai. Puis le 3 juin, un webinaire qui est organisé par le club USA directement va aborder les questions liées à l'administration Trump et les enjeux économiques qui en découlent. Ces deux derniers rendez-vous sont des rendez-vous qui seront peut-être vous seront un peu mieux précisés que moi. Je vais passer la parole à Angélique Cacheux de ADOC pour entrer un peu plus dans les détails. Merci. Merci Virginie. Donc Angélique, agence ADOC, agence de Dev-Eco de la région Occitanie. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je suis chargée de mission export tech et numérique. Mon objectif, c'est d'accompagner des entreprises de la région de ce secteur à l'international et donc notamment aux États-Unis. Pour cela, on s'appuie énormément sur notre maison de la région à New York, qui est ici incarnée par Stéphanie. Je laisserai la main à Steph pour se présenter rapidement. Je voulais reprendre et faire un petit focus sur ce que Virginie a mentionné, la Learning Expedition que nous organisons à New York le 20 octobre, enfin la semaine du 20 octobre. C'est notre 3e édition pour cette Learning Expedition. C'est 4 jours intensifs de montée en compétences pour les entreprises. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, si vous voulez partir aux États-Unis, si vous voulez vous internationaliser sur ce marché, c'est clairement une montée en compétences, du réseautage, des contacts. Voilà. Donc, il y a plusieurs. L'objectif, c'est de vous faire des ateliers, mais aussi des temps de rencontre, des temps de networking à travers des soirées. On fait également une visite terrain, enfin plusieurs visites terrain qui vous permet vraiment de vous mettre dans l'atmosphère tech et innovant de la Big Apple. Donc, écoutez, le mieux, c'est une petite vidéo. On a mis une petite vidéo, on a intégré rapidement une vidéo d'1 minute 30 qui va vous illustrer tout ça. Tu peux y aller, Steph. Cette semaine, la tech de l'Occitanie. 16 personnes sont venues pendant 3 jours pour explorer la ville, mieux comprendre l'écosystème d'innovation. Ce soir, nous avons fait une pitch night devant des investisseurs, des business angels et des personnes connectées dans le monde de la tech. On met vraiment les entreprises en situation dans la vraie vie, les vraies opportunités, voilà, tout ce qui peut faire que demain, leur développement, ça passera aussi par l'international. Et en fait, il y a eu un programme très bien huilé, très complet, avec des interventions, de l'expérience, des professionnels. Et personnellement, sur mon métier, j'ai beaucoup appris en très peu de temps. Et je pense qu'on doit être très fiers de nos entrepreneurs, de notre écosystème et de tous les outils que la région nous met à disposition, notamment ADOC et clairement cette maison de l'Occitanie ici à New York. Et en fait, ça nous galvanise. Je crois qu'on est tous hyper motivés du coup pour avancer, pour explorer ce marché qui est assez fantastique.
On a rencontré des gens incroyables cette semaine. Amazing, comme disent les Américains, mais c'est vrai. Donc n'hésitez pas, il faut vraiment en profiter. On a cette chance en Occitanie d'avoir cette maison. Et vous, chefs d'entreprise en croissance qui souhaitez toucher le marché américain, allez-y, foncez. Alors, on lance le recrutement à partir de notre webinaire de la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Je vous ai mis mon mail dans la conversation et on vous enverra toutes les infos avec Steph. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis donc ravie de démarrer ce webinaire. On a voulu traiter ce sujet qui est donc comment est-ce qu'on fait face à une agressivité commerciale qui est hyper forte aux États-Unis. Et c'est marrant parce que quand je revois ce film de la Learning Expedition, c'est vraiment aussi ce qu'on a travaillé. C'est un peu ce fameux pitch qu'il faut absolument, ce à quoi il faut réfléchir, qu'il faut préparer et qu'il faut vraiment affûter de votre côté. Et ça va être l'objectif de cet atelier, mais c'est surtout l'objectif aujourd'hui de vous faire travailler vraiment. Quelques notions avant d'entrer dans cet atelier de travail avec Christina. La première chose, c'est vraiment de comprendre le terrain de jeu des États-Unis. C'est définitivement un style commercial qui est plus direct. Quand en France, on met les formes, on a tendance à parler beaucoup de la genèse de notre entreprise, pourquoi on l'a fait. Ici, l'objectif, c'est vraiment de dire ce qu'on fait et surtout quels sont les bénéfices pour la personne qui est en face de vous. Donc, c'est vraiment beaucoup plus direct. L'objectif numéro 1, c'est vraiment de créer de la valeur immédiatement dans l'échange. Et ça, encore une fois, sur le papier, c'est assez facile, mais en vérité, ça prend un peu de temps pour vraiment affûter votre pitch. Le pitch américain, il est court, il est orienté résultat et surtout bénéfice client, il est sans détour. Et si on peut vous donner une formule magique qui est assez connue, hein, néanmoins, on ne l'a pas fait dans notre coin, qui est vraiment intéressante pour vous, c'est vraiment une phrase à trous, c'est cette phrase-là qui est selon nous ce qu'on appelle l'elevator pitch, c'est-à-dire vraiment en une seule phrase, vous allez dire à qui vous vendez et ce que vous faites et comment vous le faites. Donc ça va vraiment capturer déjà l'essence de votre business. Donc cette phrase, c'est la suivante. We help. Donc vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Ensuite, ça, c'est votre cible client. Qui vous aidez? Des hospitaliers, des consommateurs en recherche d'une technologie particulière. Vous aidez des RH dans une entreprise, vous aidez des commerciaux, etc. Quelle est votre cible client? Et là, c'est là où c'est intéressant d'être précis. Très souvent, moi, j'entends de la part des entreprises, je travaille dans l'industrie. L'industrie, voilà, il faut vraiment cibler davantage, voire donner un titre, un job title, un titre de position. Donc, we help ces personnes-là achieve votre proposition de valeur, en fait, by doing. Et donc là, vous dites un peu, ça c'est votre secret sauce, c'est comment vous allez arriver à ça en 2 mots. Et c'est là où c'est compliqué pour vous, et c'est une vraie réflexion assez globale sur quel est votre first achievement, qu'est-ce que vous faites dans votre mission cœur, et comment vous le faites. Voilà, et ça, c'est un bon départ pour vous pour avoir cette fameuse formule magique, cet elevator pitch. Ça ne veut pas dire que vous allez vendre et passer les commandes, ça veut dire que la personne en face de vous, elle va avoir envie de continuer la discussion. Et donc, je vous ai mis un exemple en dessous. I help offline mortar and brick store creative massive revenue stream by selling blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, donc ce qui est important, c'est que les mots sont essentiels. Donc le choix des mots est très important. D'où le fait de dire, ça reste une phrase à trous, ça semble facile, mais ça l'est pas. C'est un vrai exercice qu'il faut travailler de votre côté. Deuxième message que je voulais vous envoyer, c'est vraiment être orienté bénéfice client. En France, on argumente très souvent sur le pourquoi. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on est bon dans ce qu'on fait avec tous nos diplômes, toute notre expérience et toute notre passion?
Aux États-Unis, c'est assez rapide cette partie-là. En revanche, il faut vraiment montrer le comment. D'abord, comment vous le faites et en quoi c'est bénéfique pour la personne en face de vous. Il faut vraiment, et ça, je l'ai appris lors d'une learning expédition, quand on est allé rencontrer Content Square la première année, Alexis nous avait dit, ils ne se projettent pas, c'est à vous de les projeter. Il faut vraiment savoir projeter vos bénéfices sur l'entreprise avec laquelle vous êtes en train de parler. Don't tell me what you do, tell me what you can do for me. Donc ça, c'est vraiment important. Et pareil, je vous ai mis un texte à trous pour vous aider à travailler justement un peu cette argumentation pour que ce soit assez structuré dans votre approche. Très simplement aussi, je voulais replanter un peu le décor d'un rendez-vous commercial, puisque là, on va vraiment aborder le rendez-vous commercial et en amont de ça, comment est-ce que vous allez faire de la prospection froide, notamment peut-être à travers l'outil LinkedIn qui est très utilisé aux États-Unis. Les grandes différences dans un rendez-vous commercial, qu'il soit en visio ou en réel, il y en a beaucoup en fait. Donc la première chose, c'est, on vient de l'aborder largement, c'est le pitch. En France, c'est plus long, plus détaillé et c'est souvent plus théorique, plus conceptuel. Aux États-Unis, c'est très clairement, c'est court, c'est clair, c'est orienté action et bénéfice. Les réunions, elles sont en France, les introductions, très souvent quand on prend la parole, c'est long, c'est plutôt formel et on est vraiment focus sur, faut que ça se passe bien, faut qu'on soit bien, faut que la relation soit bonne. Aux USA, c'est plutôt, on regarde beaucoup sa montre lors d'un rendez-vous commercial. C'est d'abord une efficacité. On sait qu'on a 25 minutes en gros, si on dit qu'on a 2 minutes pour se dire bonjour et 2 minutes pour se dire au revoir. Et donc, dans ces 25 minutes, il faut vraiment être efficace, avoir abordé tout ce qui a été clairement exposé dans peut-être un agenda qui a été prédéfini. Et donc, en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment que les résultats attendus soient vraiment exposés et pas les 5 dernières minutes en disant « Ah non, j'ai pas fini, on se recale un point ». Vous n'aurez pas de chance de recaler encore un point. Le style commercial, encore une fois, vous l'avez compris, en France, il est plus subtil, il est parfois indirect. On a nos fameux sous-entendus où on dit volontairement une chose pour qu'une autre chose soit comprise. Voilà, tout ça n'existe pas, c'est plutôt direct, assertif, orienté, closing. Vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est closer le deal. En termes de follow-up, en France, il est moins systématique où il est plus long. On se laisse des fois plusieurs semaines, on peut se laisser 2 semaines pour se dire, bon, je vais pas lui coller au basket. Ici, aux USA, c'est essentiel de follow-up. Le follow-up doit être rapide, souvent dans les 24 heures, encore plus à New York. Mais c'est surtout pour vous dire que la relance aussi est à apprécier parce que ça montre vraiment un niveau de sérieux de votre part et surtout une motivation. Très souvent, j'entends les Américains dire bon, il m'a pas rappelé, il n'est pas motivé. Et là, on est dans un gap culturel, donc il faut masquer et vraiment garder bien ça en tête, que tout va beaucoup plus vite et que le follow-up est essentiel. Mais avant de parler de follow-up, on va parler call prospection. Et donc, je suis ravie de vous présenter Christina. Si vous ne la suivez pas sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, il faut le faire dès maintenant. Christina apporte un contenu très qualitatif et vraiment, je me permets 2 minutes parce que c'est tout à fait sincère. Elle apporte une vision des choses toujours très argumentée et très argumentée aussi, souvent de faits historiques. Ça fait 20 ans, tu vas nous dire un peu ton parcours, mais ça fait 20 ans qu'elle vit en France, donc elle maîtrise vraiment bien les 2 pays. Et c'est vraiment intéressant de la suivre, voire d'être aidée avec Christina dans vos prochaines missions. Donc, je te laisse la parole, Christina. Je te laisse te présenter et puis après reprendre la main. D'accord, merci beaucoup Stéphanie pour la présentation et je vais réitérer 2 choses. C'est que le Learning Expedition à New York, c'est vraiment une expérience qui peut vraiment transformer justement votre vision du marché américain, mais aussi concrètement avoir un impact sur votre développement là-bas. J'ai eu la chance d'être présente sur le dernier qui était au mois d'octobre.
octobre de l'année dernière, il me semble, et de voir les entreprises qui ont participé, de continuer à les suivre aussi pour voir leur développement. Et donc, vraiment, ça, c'est quelque chose. Je vous encourage d'assister au webinaire d'information. Alors, je ne suis pas payée pour le dire, mais c'est juste vraiment que moi, je vois, il y a beaucoup de choses pour aider les entrepreneurs sur le marché américain. Qui sont plus ou moins qualitatifs, mais ça, c'est vraiment un accompagnement et un programme très quali où vous aurez, on va dire, un retour sur votre investissement. Deuxième chose, Stéphanie, c'est que tout ce que tu as dit sur les différences, c'est oui, 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 oui. Donc, et c'est vraiment des différences qui semblent, quand on les dit, on se dit peut-être oui, mais je sais que c'est différent. Mais hier, j'étais dans un call avec un prospect hier et qui m'a dit, il a dit, j'ai travaillé aux États-Unis pendant 10 ans. Si je fais appel à toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi la conscience de savoir que c'était pas suffisant pour comprendre toutes les subtilités des différences culturelles dans la vente et c'est pour ça qu'on est en conversation aujourd'hui. Donc, même à ça, c'était même après 10 ans d'expérience aux États-Unis. Donc, ce qu'on va regarder après, c'est justement pour vous aider déjà, à vous sentir plus à l'aise dans la prospection et la prise de contact avec vos prospects aux États-Unis, parce que c'est souvent quelque chose, on se dit, j'aime pas la prospection, moi je suis fondateur, je suis pas vendeur. Si on est fondateur, je dirais, notre premier métier, c'est d'être vendeur. Donc, c'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice, c'est comme tout, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça devient plus facile en faisant. Donc, on va regarder aujourd'hui pour vous donner tout ce qu'il vous faut pour commencer au moins et pour commencer à être plus à l'aise. Pour me présenter, donc en fait, moi je suis la fondatrice de Transatlantia, qui est un cabinet de stratégie et de développement commercial pour les entrepreneurs et les startups français. Donc notre objectif, c'est vraiment de prendre ce que vous faites déjà et de le faire en mieux pour le marché américain. Je ne dis pas faire en mieux, tout simplement, je ne me permettrai pas de me prononcer sur le besoin d'améliorer ce que vous avez déjà créé, mais il y aura sûrement des choses à améliorer pour l'adapter aux attentes, aux besoins, sur le pitch, sur le positionnement, sur souvent aussi la présence digitale, la marque personnelle du fondateur, mais en prenant en compte justement les différences et les spécificités des attentes du marché américain. On a accompagné plus de 500 entreprises. Je ne vais pas dire on leur a permis, on les a accompagnés dans leur travail et grâce à leur travail, ils ont pu générer plus de 10 milliards de chiffres d'affaires sur le marché US. C'est un marché énorme. Il y a beaucoup de potentiel. Ça va très vite, mais c'est pas pour autant qu'on en arrive là-bas et on nous déroule le tapis rouge pour nous accueillir. Il faut vraiment arriver justement à faire sa place dans ce marché très compétitif. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre le partage d'écran. Hop. Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'est que ça soit très concret, très hands-on, comme on dit aux États-Unis. Donc, je vais vous solliciter soit dans le chat, soit d'ouvrir vos micros. Mais j'espère que vous serez présents et que vous aurez envie de participer, de profiter de ce moment qu'on va passer ensemble pour justement repartir avec quelque chose de très concret. Ce que je disais à Virginie avant qu'on commence, c'est moi, je pars toujours du principe que le temps que vous m'accordez, votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc, je veux faire honneur à ça et que vous repartiez aujourd'hui avec des choses très concrètes. Et ça se passe justement souvent dans les interactions, dans les discussions, dans les exemples. Je vois déjà une question dans le chat. À quel moment du développement d'une startup française recommandez-vous de commencer à explorer le marché US? Je dirais dès que ça devient une idée. Parce que explorer le marché US, ça ne veut pas forcément dire investir beaucoup dans le développement commercial. Ça ne veut pas dire envoyer quelqu'un là-bas tout de suite. Ça veut dire commencer à tester et une manière
très light, très facile pour commencer à voir et à jauger. Est-ce que c'est intéressant d'aller à la prochaine étape du développement? C'est de commencer par contacter des Américains et de leur parler. Et je vais m'excuser d'avant, comme vous avez pu deviner, je suis américaine. Et bien que j'ai eu 19,5 sur 20 sur mon test de français il y a quelques semaines pour mon dossier de nationalité française, le masculin-féminin, je mélange tout le temps. Donc, je vais vous prévenir de ça, mais j'espère que ça n'empêchera pas la compréhension. Alors, donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est justement un processus pour vous aider à trouver vos clients idéaux, créer des messages. Hop, il est parti mon slide. Créer des messages qui obtiennent des réponses et justement maîtriser, mener des appels de vente qui se convertissent. Alors, quand je dis convertir, ça ne veut pas forcément sur un appel de vente, vous allez signer un contrat, mais ça veut dire que vous les amenez vers la prochaine étape dans votre processus de vente. Donc, on va regarder tout ça. Alors, déjà, juste une question, et vous pouvez mettre ça dans le chat. Cette idée de contacter des clients ou des prospects américains, qu'est-ce que vous ressentez face à cette idée? Si je vous dis, là, cet après-midi, vous devez contacter 5 personnes. Vous n'avez pas le choix. Quelle est la sensation, l'émotion? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive, qui vous stimule, qui vous fait peur, qui vous aimez l'idée, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre? Hop. Et c'est juste pour faire un petit topo de comment vous vous sentez face à cet exercice de prospection dans une autre langue, dans une autre culture. Donc là, on va stress overwhelming. OK, donc la prospection, c'est pas forcément quelque chose où on est à l'aise, effectivement. Françoise, excited. J'aime bien ça. Excited, très bien. Donc, c'était parce qu'on va créer des opportunités, on va rencontrer des personnes, on va pouvoir les aider. Excited, mais la grande question, comment les joindre? On va regarder ça. Le plus simple parfois, c'est de prendre son téléphone. C'est pas forcément le plus là où on est plus à l'aise, mais justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas prendre le téléphone, parfois c'est justement quelque chose qui peut nous faire sortir du lot. Concentré, ok Maria, ouais, on est concentré pour aller chercher ses prospects, pour aller créer des opportunités. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ok. Je suis contente de voir qu'il y a moitié excited, stress overwhelming, concentré. All right, let's do this. Where do we start? Ok, ouais, très bien, Olivia. On va y aller pour justement attaquer le marché américain. Donc, la première étape, ça va vraiment être de définir votre client américain idéal. Et justement, l'exercice que Stéphanie vous a donné, We Help cible, achieve, proposition de valeur, by doing, et après ce que vous faites. Là, c'est vraiment la première étape, parce que si on ne sait pas à qui on s'adresse, on va s'éparpiller, on va s'épuiser, on va faire beaucoup de choses sans voir beaucoup de résultats, et on va avoir l'impression, c'était un client qui me l'a dit, d'être un hamster sur une roue. On tourne, on dépense beaucoup d'énergie, mais on ne voit pas forcément les choses avancer. Donc, pour votre client américain, alors c'est pas très différent ici de votre client cible français, mais on va penser secteur. Donc là, si vous voulez mettre dans le chat, par exemple, le secteur du client que vous ciblez aujourd'hui. Et donc là, américain, français, peu importe, mais qui est Omnichannel Retailers? Ok, très bien. Et pendant que vous êtes en train de taper comme ça, on peut voir justement qui vous ciblez. Moi, je vais continuer. Donc, on va commencer à chercher quel secteur, quelle industrie. Le titre d'emploi, là, ça va être très important parce que on va chercher les personnes qui ont le pouvoir de décider. On ne va pas forcément perdre du temps avec des personnes qui n'ont pas un pouvoir décisionnel. L'exception, c'est quand on va cibler tout ce qui est vraiment C-level,
parce qu'ils ont tendance à être plus difficiles à joindre. Et là, si on vise le C-level, pour cette première étape de prospection, on peut viser la personne juste en dessous, qui va agir un peu comme notre porte-parole, notre ambassadeur, pour ouvrir la porte du C-level. Parce que lui, je dirais, sa responsabilité en tant que C-level, c'est surtout de garder sa porte fermée aux interruptions, aux distractions. Et tant que vous n'avez pas prouvé que vous avez quelque chose à apporter, quelque chose à ajouter, quelque chose de valeur, vous êtes une distraction. Alors, ça fait pas plaisir de l'entendre, mais il faut se dire, quand on est là et on veut chercher à atteindre un client, c'est comme Stéphanie a dit, c'est pas tell me what you do, tell me what you do for me. Et un C-level, il doit être convaincu, souvent par quelqu'un d'autre, que c'est intéressant de vous écouter. OK, donc je vois plein de cibles différents, e-commerce directors, digital agencies, food business owners, chemical producers, data, geolocalizer. OK, super. Donc je pense que c'est tous des cibles qu'on pourra assez facilement trouver sur LinkedIn. Ensuite, on va définir la taille de l'entreprise simplement parce que ça nous aide par la suite vraiment d'affiner notre prospection, ce qui va aider aussi justement quand vous allez créer vos messages de prospection et commencer à les tester sur le marché. Plus on a une cible précise et réduite, plus on arrive à avoir un message pertinent. On ne va pas parler à une petite entreprise de 5 ou 6 personnes comme on va parler à une entreprise de 50 personnes. D'ailleurs, vous n'allez pas parler à la même personne dans ces deux entreprises. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à affiner très précisément à qui on s'adresse. Et aussi, aux États-Unis, c'est un grand pays. Souvent, on dit le marché américain, mais commencez d'abord par penser le marché peut-être new-yorkais ou le marché en Floride ou juste la côte Est. Mais l'idée, c'est encore vraiment d'éviter de vous épuiser en essayant de cibler partout aux États-Unis en se disant, moi, je veux juste des clients américains, je m'en fous s'ils sont en Californie, en Floride, au Texas, peu importe. Je dirais commencer par faire des tests, en fait. Avec LinkedIn, et c'est ce qu'on va voir, vous pouvez faire des recherches très ciblées. Faites un petit échantillon peut-être de clients qui sont basés à New York, un échantillon au Texas, un échantillon en Floride, etc. Et vous allez voir avec l'expérience qui répond le plus facilement. Généralement, c'est les gens du Sud, si je peux dire, parce que je viens du Mississippi, mais on est plus sympa que les New-Yorkais. Voilà. Donc, les stratégies de recherche sur LinkedIn, et là, vous aurez les slides après, mais si vous voulez faire une capture d'écran pour commencer à travailler ça et tester ça cet après-midi, ce qu'on peut faire pour vraiment affiner la recherche sur LinkedIn. Alors, quand vous allez dans la barre de recherche en haut à gauche, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les opérateurs booléens, c'est-à-dire vraiment and. Si on veut chercher plusieurs termes comme founder and SaaS. Donc là, on veut que les fondateurs qui sont dans les SaaS, les Software as a Service. On peut élargir parce que parfois, on a un titre qui peut être founder ou co-founder ou CEO ou director, etc. Mais là, ça nous permet en fait d'élargir de manière raisonnable les critères de recherche. Et alors, c'est not, c'est pas no 5, là, c'est une faute de frappe de ma part, mais c'est not. Et là, c'est pour exclure des termes. Par exemple, on ne veut pas dans nos résultats de recherche les stagiaires. On ne veut pas peut-être tout ce qui est assistant. Et quoique ça peut être utile parfois de parler avec l'assistant en premier. Mais l'idée, c'est justement encore vraiment de faire une recherche très ciblée pour vous permettre d'aller droit au but et de ne pas vous épuiser dans vos messages de prospection par la suite. Vous pouvez bien sûr mettre des guillemets pour chercher une phrase vraiment telle quelle, mot par mot. Des parenthèses si vous voulez vraiment combiner la logique, par exemple, le CEO or founder. Donc là, on cherche les deux titres de poste. And AI. Donc là, on veut quelqu'un, CEO ou founder, qui est dans l'intelligence artificielle. Donc là, vous allez pouvoir avoir des résultats très, très, très affinés.
Et vous verrez sur LinkedIn et même sans Sales Navigator, on peut vraiment affiner par géolocalisation, industrie, taille de l'entreprise. Il me semble langue de profil, même c'est possible. On peut vraiment faire de la recherche très avancée, très ciblée avec la recherche gratuite sur LinkedIn. Donc, je vous conseille souvent de commencer par là. Quand vous êtes prêt à scaler ou si vous voyez que vous arrivez aux limites de l'efficacité des fonctionnalités de recherche gratuites sur LinkedIn, ensuite, pourquoi pas passer sur les outils professionnels comme Sales Navigator. Il y a un logiciel que nous, on est en train de tester qui s'appelle Give Me Leads, qui en plus a été créé par un Grenoblois, parce que je suis basée à Grenoble, et Walaxy aussi, qui est un grand classique, mais qui fonctionne très bien quand on veut vraiment, je dirais, scaler, mais tout en restant raisonnable. Donc, on ne va pas partir. Alors, on peut, avec Walexi, il nous permet, et je fais pas leur pub parce que je suis rémunérée pour ça, c'est l'outil qu'on utilise actuellement, mais on ne va pas utiliser des séquences qui envoient 5 mails d'affilée parce que, un, ça se voit, deux, ça énerve les gens. Et en plus, c'est de Montpellier. Donc, voilà. Donc, on a un Grenoblois et un Occitan. Vous aurez de quoi faire vos recherches. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant, avant qu'on attaque l'étape 2? Et si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez remettre vos micros et poser vos questions directement. Moi, Oui, Christina, j'ai une question. Ah, Oui, Olivia, oui, bonjour. bonjour. J'ai une question pour toi. Oui. Comment on choisit, entre guillemets, l'état favori pour notre business dans un premier temps ou on va dire la géolocalisation? Parce que c'est jamais simple sur cette partie-là. Donc, Oui, comment est-ce que tu as des tips pour choisir la géolocalisation qu'on doit choisir dans un premier temps? oui. Et donc là, c'est pour une implantation physique, c'est ça? Non, pour trouver, des clients, mais du coup choisir OK, peut-être des clients dans un état plus que dans un autre, dans un premier temps. Donc, oui. comment, enfin voilà, comment choisir cet état par rapport à notre, secteur d'activité ou, ce qu'on Hmm, recherche? d'accord, ok. Donc en fait, là, pour une première, je dirais une première étape, ça serait de se poser la question, est-ce que ça fait sens de limiter la recherche à un État ou pas? Peut-être c'est une ville, peut-être c'est une région, comme on a vu, mais je dirais commencer à se poser cette question. Et moi, je suis toujours partant on se pose des questions, on se fait des hypothèses et on fait des tests pour avoir des vraies données. Donc, imaginons, est-ce qu'il y a un État ou deux ou trois États que tu avais en tête, Olivia? Du coup, je pensais effectivement, à New York, à la Floride et au Texas. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? J'aide des chefs d'entreprise dans l'organisation et la structuration de leurs entreprises. Ok, donc on est sur New York, Floride et Texas pour aider les chefs d'entreprise dans le développement de l'entreprise. Est-ce que tu auras une raison spécifique de choisir un État spécifique? La raison pourrait être déjà proximité peut-être avec, le côté européen. Donc si je Ok. dois travailler avec des pays européens, donc plutôt le côté géolocalisation, de prendre en Hmm. compte, le décalage horaire. Ok. Ça pourrait être, un critère. Ok, ben voilà déjà un critère, le décalage horaire, la proximité géographique. Donc effectivement, si on est en France et on travaille avec la Californie, de l'avoir fait, c'est pas simple. Donc ça peut être des questions très terre à terre, comme ça. Est-ce qu'il y a un État où tu penses, donc là on est sur les hypothèses, où il y aura plus de chefs d'entreprise que tu peux cibler? Hem, de premier abord, je dirais que New York a plus de chefs d'entreprise qu'en Floride, mais je Ok. peux me tromper. Je pense que ça dépend peut-être des secteurs d'activité. Ok, voilà. Donc là, peut-être il y a une idée aussi de réduire un peu le champ de prospection à un secteur d'activité précise. Ou même si tu veux aller tester ça,
faire 2 recherches sur LinkedIn avec tous les paramètres de recherche, les filtres de recherche avancés, et là, tu pourras voir. Ensuite, imaginons qu'on voit que c'est à peu près, c'est un peu kiff-kiff entre les deux. Les deux entre le New York et la Floride, ben, tous les deux, c'est côte Est, donc 6 heures de décalage avec la France. Et ben là, je dirais peut-être d'affiner par un secteur d'industrie, un métier, et d'aller tester. De se dire, OK, je vais envoyer 30 messages à des personnes à New York et je vais envoyer 30 messages à des personnes en Floride. Et tu peux faire un petit tableau Excel et tu vois, est-ce qu'il y a un État où je vois que les gens, ils me parlent plus facilement? Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, entre les États, comme j'ai déjà fait un peu la petite blague, les gens du Sud sont plus sympas que les New-Yorkais. C'est une blague, mais en même temps, c'est vrai qu'entre les États et les régions, il y a des cultures différentes. Les gens, ils sont plus ouverts. Je ne vais pas dire plus sympas parce que c'est subjectif, mais plus ouverts à entamer des discussions. Donc, ça aussi, ça va être une question, qui est-ce que je peux atteindre relativement facilement? Super, merci Et beaucoup. après, voilà. Christina. Et après, c'est tester, tester, tester. Et on apprend avec les données qu'on récolte. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, ensuite, maintenant qu'on sait qui on cible, ou on veut tester peut-être 2 cibles différentes, on va rédiger un message qui convertit. C'est-à-dire que la personne nous répond. Pour l'instant, la définition de conversion, c'est ça, parce qu'on est sur une première introduction. Ce qu'on va faire, c'est vraiment la première chose, c'est le hook, donc l'accroche. Donc, une raison pertinente, personnalisée dans la mesure du possible pour la prise de contact. Proof. Donc là, on veut juste une petite phrase qui montre pourquoi vous êtes intéressant pour cette personne. Qu'est-ce que vous leur apportez? Comme a dit Stéphanie, what can you do for me? Et le ask. Donc là, c'est un appel à l'action, facile à effectuer. On veut essayer de réussir cette conversion qui réponde à notre ask, à notre demande, à notre appel à l'action. Donc, on veut que ça soit facile et que ça demande pas trop d'engagement. Un exemple que nous, on a testé, par exemple, où on a vu clairement il y avait une chose qui n'a pas marché et quelque chose qui marche mieux. On proposait, par exemple, dans notre ask, une inscription à un webinaire préenregistré. On peut se dire, ouais, c'est facile, ils le regardent quand ils veulent, etc. Mais ça veut dire qu'on ne se connaît pas et déjà tout de suite, je vous demande 45 minutes de votre temps. Parce que je veux que vous regardiez mon webinaire. Les Américains, ils n'ont pas 45 minutes à vous consacrer quand ils ne vous connaissent pas. Alors, nous, c'était d'autres cibles, mais même sur le marché français, on s'est dit, en fait, là, on leur demande trop pour un premier contact. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on leur demande, c'est de savoir, est-ce que c'est intéressant, est-ce que vous pensez au marché américain? Donc, ils répondent oui ou non. Mais ça nous permet de savoir, et cet ask, c'est hyper facile parce qu'ils peuvent répondre oui, ça nous intéresse, non, pas du tout, ou ils peuvent ne pas répondre. Mais en gros, ils ont 3 petits choix qu'ils peuvent effectuer avec un mot ou 2 ou rien. Mais au moins comme ça, on sait. Ici, je vous donne quelques exemples. Donc, c'est pareil. Si vous voulez faire une capture d'écran pour avoir ces modèles, pour vous donner un peu d'inspiration pour aller peut-être tester l'envoi de quelques messages cet après-midi, je vous encourage de le faire. Je ne vais pas lire toutes les réponses parce que vous pouvez les lire vous-même, mais juste si je résume un peu la structure, le hook, donc comme vous voyez, c'est on dit quelque chose qu'on a vu récemment sur le profil de la personne. Avec LinkedIn, c'est assez facile. On passe 2 minutes, on fouille un peu son profil, on regarde la page d'entreprise et on trouve un prétexte pour montrer j'ai regardé ce que tu fais. C'est pas un message automatique. Le proof, donc là, justement, on va parler soit d'un résultat chiffré, soit on peut mettre un nom d'une entreprise avec qui vous avez travaillé ou un secteur si ce n'est pas une entreprise connue. Mais de dire, en fait, le but ici, c'est de dire soit on peut apporter des résultats tangibles, mesurables, soit on a déjà de l'expérience avec des gens comme vous. Et donc là, vous montrez que vous avez des preuves déjà. Et le ask, l'appel à l'action. Donc là, ici, souvent, c'est
est-ce que c'est intéressant d'en parler? Donc là, soit la personne va dire oui, prenons rendez-vous, non, ou oui, ça peut être intéressant, mais peut-être pas tout de suite. Mais au moins, comme ça, on a une réponse et on peut entamer une discussion. À savoir que les Américains, de manière générale, sont plus ouverts aux discussions, de faire une première discussion de 15-20 minutes. Ce que je conseille souvent, c'est de proposer 15 minutes. Parce que si on se dit 10 minutes, c'est peut-être trop court. La personne peut se dire, ben, c'est pas suffisamment pour vraiment que la personne m'apporte quelque chose. 20 minutes, peut-être c'est un peu trop long. 15 minutes, ça permet d'avoir le juste milieu. Et en réalité, souvent 15 minutes, ça se convertit facilement en 20 ou 30 minutes. Donc, vous pouvez demander ça. Je déconseillerais tout de suite de proposer une durée, mais juste dire, est-ce que ça fait sens qu'on discute, qu'on se rencontre? Et après, vous pouvez continuer à amener cette personne vers justement un rendez-vous. Alors, avant qu'on attaque l'étape 3, est-ce que vous avez des questions? Non, moi j'ai une petite remarque à vous Oui. faire de l'expérience que j'ai aux États-Unis. C'est que les messages rapides, vraiment courts, ne sont pas sont appréciés. Et vraiment, nous, dans notre culture, vous envoyez je sais pas moi, hi John, et puis exactement ce que le petit texte, les trois exemples de Christina, peut-être on va se dire c'est abrupt, il y va trop vite, trop fort. Vraiment, ici, c'est apprécié. Comme ça, il y a 1 minute de lecture maximum, et puis après, ça engage une conversation ou pas. Mais Oui. c'est vraiment, ne soyez pas, n'ayez pas peur d'envoyer ce genre de message en vous disant j'y vais trop fort en fait. Et comme vous dit Christina depuis le début, j'espère que vous l'avez bien entendu, c'est tester. Tester, vous envoyez à 10 personnes, ça ne fonctionne pas, vous reformulez. Tester et reformuler, tester, reformuler, reformuler. Voilà, juste pour vous dire, parce que c'est vrai que moi au début, j'avais du mal un peu à envoyer des messages très très courts. Je n'étais pas très à l'aise avec ça. Et franchement, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier où on m'a demandé de faire le follow-up à un CEO basé en Californie d'un de mes collègues qui était dans un salon en Allemagne. Il m'a dit, écoute, j'arrive pas à la voir, essaye-toi. Et donc, bah, j'ai utilisé son prénom alors que c'est un CEO. Alors, au début, j'ai voulu mettre Mister Machin et finalement, j'ai dit Hi John. Et je lui ai dit, voilà, tu as rencontré telle personne, j'aimerais bien, enfin, faisons un follow-up, je suis basée à New York. Et je lui ai mis worth chatting. Et là, pour le coup, je lui ai mis le timing. J'ai dit 20 minutes. Are you available to hop on a call for 20 minutes? Il m'a répondu right away. Vraiment, dans la seconde, il m'a répondu. Et donc, ça, c'est un CEO d'une entreprise, je pense, d'une centaine de personnes. Et même encore hier, après 10 ans à New York, j'ai un peu eu peur. Pas eu peur, mais je me suis dit, bon, parce que des fois, je ne sais plus en fait la tonalité. Et vraiment, je peux vous dire, ça a marché. Il était ravi. Il m'a dit, super, envoie-moi l'invitation. L'invitation, c'est cet après-midi. Donc, les CEO, il faut savoir ici, ils ont du temps. En France, vous ne pouvez pas demander à un CEO de vous faire un call dans la semaine qui arrive parce que ça veut dire qu'il n'est pas busy et donc ça veut dire plein de choses. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Les agendas sont ouverts. Voilà, donc c'est juste pour vous partager ça parce que ça m'est arrivé hier. Et encore hier, quand j'ai envoyé l'email que j'ai relu 10 fois en me disant est-ce que je suis pas trop friendly quand même? Est-ce que je suis pas trop cool attitude, etc. Alors qu'on va l'accompagner pour qu'il s'installe à Toulouse parce qu'il faut montrer du professionnalisme et tout ça. Bref, là, l'idée c'est, je n'ai pas pris beaucoup de temps. Il a rebondi sur évidemment, je pense qu'il est engagé là-dedans et c'est juste qu'il n'a pas répondu au follow-up et qu'il avait d'autres choses à faire. Et j'ai réussi à décrocher ce rendez-vous. Donc, et ça a fonctionné. Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est intéressant, encore une fois, parce que vous, comme vous êtes dans cette culture à temps plein, donc je peux vous dire que même après des années, il faut un peu se forcer des fois. Et ça fonctionne. Ouais, super. Merci beaucoup, Stéphanie. Ouais, c'est vraiment très pertinent. Et nous, on a plein d'exemples comme ça. C'est exactement ce que tu dis, où la personne,
je dirais un cas classique, un prospect, on est en call. Il dit, ouais, on a essayé, on a fait des campagnes LinkedIn, on a fait des cold mailing, ça marche pas, les Américains, ils répondent pas, etc. Je dis, est-ce que je peux voir un exemple? Tu peux cacher les contacts si tu veux, mais est-ce que je peux voir un exemple de message que tu as envoyé? Un pavé. Bonjour, monsieur machin, étant établi depuis 15 ans, blablabla, 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 etc. Euh, et les messages qui marchent, qu'on a vus, c'était des messages comme les exemples que vous avez sur l'écran. Euh, un exemple concret avec un client, c'était genre, salut Bob, j'ai vu que vous avez, il vendait des CRM. J'ai vu que vous utilisez un CRM. Donc après, je ne sais pas comment il a eu cette idée, enfin cette info, ou si c'est vrai, mais c'est le prétexte. Nous, on utilise un CRM qui permet de vous sortir 50 leads hyper pertinents sans faire d'erreur. Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce que vous voulez en savoir plus? Donc, vraiment 3 lignes. Et il a dit, avec ce mail, j'ai signé 3 contrats. Alors que justement, leur mail qu'il faisait avant, 0 réponse. Alors, Stéphanie, tu as dit quelque chose qui était intéressant, c'était justement le professionnalisme. Et c'est vrai qu'entre la France et les États-Unis, ce qui constitue du professionnalisme, c'est vrai que c'est pas pareil. Donc justement, en France, on va pouvoir faire des jolies phrases, prendre du temps d'expliquer, de se présenter, etc. Ça montre qu'on est professionnel. Aux États-Unis, on va plutôt droit au but, on reste court, on ne va pas faire perdre du temps ou faire réfléchir l'autre personne. Là, on montre qu'on est professionnel parce on comprend les codes et on sait que on est tous là pour aller vite. Donc là, c'est ce que vous pensez trop familier, trop friendly, etc. dans un contexte français sera perçu comme professionnel dans un contexte américain. Ce que vous percevez comme professionnel dans un contexte français sera perçu souvent comme trop froid, trop distant, trop formel dans un contexte américain. Et vous n'aurez pas de réponse. Donc, la troisième étape, c'est donc maintenant, Christina, oui. excuse-moi. Je vais quand même poser la question qui a été transmise par Leïla, Ah même oui, si tu as en partie déjà un peu répondu. Elle posait une question qui était dans les contextes de B2B où les prospects sont aujourd'hui submergés de sollicitations, et notamment sur LinkedIn. Savez-vous, pardon, quel est selon vous, le taux moyen de conversion d'un message de prospection? Et si ce taux est faible, quelle stratégie et bonne pratique recommanderiez-vous pour se démarquer efficacement et hmm. créer un véritable engagement? D'accord, ok, très bien. Alors, les taux, les chiffres exacts, je ne les ai pas en tête, mais il me semble, mais ça reste à confirmer, qu'un taux d'acceptation, par exemple, si on utilise des logiciels, ça va être d'ordre de 20%. C'est assez faible en fait. Si on est sur des messages où vraiment on fait un par un et on personnalise, etc., là, on monte plus souvent dans les 50%, il me semble, mais chiffre à vérifier. Euh, Atteindre du 100%, je pense que c'est assez rare. Donc, ne vous mettez pas la pression si vous avez un taux de que 50%. C'est déjà très bien. Pour la partie saturation, c'est vrai que enfin, dans les contextes B2B, on aura peut-être des étapes supplémentaires. Et là, dans ces cas, en fait, ce travail, il sera à faire en amont, en fait, de construire vraiment son image de marque de son entreprise et aussi du fondateur pour que justement, quand la personne reçoit un message, il va regarder votre profil, il voit des choses qui l'encouragent à répondre. Si vous envoyez un message en anglais, la personne va regarder votre profil, votre site web ou autre, mais il voit pas grand-chose ou il voit que des choses en français, c'est vrai que ça va le décourager de répondre à votre message. Est-ce que ça a répondu à la question, Léla? Oui, très bien. Mais il faut se dire, en fait, quand on parle de prospection, c'est vrai que souvent on a tendance à penser
envoi de messages, appels, envoi de mails. Mais la prospection, en fait, ça commence bien en amont, c'est-à-dire avec justement le positionnement, le pitch, sa présence digitale pour aussi, quand vous arrivez dans les DM ou dans la boîte mail, vous n'êtes pas, enfin, vous serez un inconnu la plupart du temps quand vous arrivez, mais quand ils vont regarder pour se renseigner, ils voient des choses qui font qu'ils se disent ça peut être intéressant. Au pire, je perds 15 minutes. Mais peut-être il y a une opportunité à explorer. Donc, imaginons que vous savez qui vous ciblez. Vous avez envoyé vos messages. La personne dit, ouais, ok, très bien. Je suis dispo cet après-midi si ça vous va. Donc là, pour le premier appel, là, l'objectif, ce n'est pas de vendre quelque chose. Alors, si vous vendez, super, ça peut arriver, mais c'est surtout de vous renseigner sur les clients pour voir justement si c'est un bon fit pour vous et pour lui. Donc, on peut poser quelques questions. Donc là, j'ai mis les questions en anglais en partant de l'idée que avec des Américains, ça va être en anglais. Donc, une première question sur le projet, le contexte. Can you tell me where you are in... Et donc là, j'ai mis des exemples qui seraient pertinents pour moi. Mais bien sûr, vous adaptez à votre entreprise, votre activité. Can you tell me where you are in your development for the American market? Donc là, vous pensez en fait objectif pour la cible. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Où est-ce qu'il en est dans ce parcours? Donc là, il va raconter un peu des choses. Donc là, vous allez sûrement trouver justement ce qu'il veut faire. Donc, par exemple, augmenter le nombre de visites sur son site d'e-commerce, par exemple. Et donc là, on va chercher quel est le problème, quel est le besoin. What's preventing you from getting more visitors to your site, par exemple. Donc, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre cet objectif que vous voulez? Là, vous allez commencer à comprendre le problème qu'il a, les points de blocage et donc comment vous pouvez arriver pour faire sauter ces blocages. Les motivations. Pourquoi c'est important? Why is it important for you to? Donc là, j'ai mis succeed in the US market. C'est la question que je pose souvent. Mais pourquoi cet objectif, c'est important? Pourquoi c'est important de éliminer ce problème? Parce que là, ce que vous voulez évaluer, c'est justement, est-ce que c'est quelque chose qui pour lui est une vraie source de douleur et donc plus urgent à résoudre et donc plus facile à vendre? Ou, et ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé plein de fois, c'est juste quelque chose qui est, comme ce qu'on dit en anglais, nice to have. C'est-à-dire, je dis, OK, but why is it important to succeed in the US market? Ouais, enfin non, non, ça serait cool si on avait des clients américains, mais en réalité, on prend des clients européens, africains, asiatiques, peu importe en fait. Donc pour moi, ça me dit, OK, je peux le mettre sur ma liste d'emails, pourquoi pas, mais c'est pas quelqu'un qui aura vraiment besoin de moi dans les médias. Donc je vais mettre moins d'énergie à continuer à engager ce prospect. Mais c'est ce que vous voulez justement trouver, c'est où est-ce qu'on place le curseur sur la motivation de la personne et donc de l'énergie que vous allez consacrer à cette personne. Et pareil sur l'engagement, la priorité. Là, pareil, c'est juste de savoir est-ce qu'il cherche à changer ou à mettre en place quelque chose d'ici quelques semaines, quelques mois, ou est-ce qu'ils sont juste dans une phase d'exploration et de découverte pour comprendre un peu comment ça marche, les options qui existent, etc. Et souvent, quand vous avez fait tout ça, et vous pouvez très facilement faire le tour de ces questions en 15 minutes, ça vous permet, quand vous arrivez à la fin de l'appel, de savoir qu'est-ce qui serait une bonne prochaine étape pour cette personne aujourd'hui. Est-ce que c'est de programmer un deuxième rendez-vous pour aller plus loin? Et entre-temps, vous pouvez lui envoyer de la documentation, lui demander de vous envoyer quelque chose aussi. C'est une manière de l'engager aussi dans le processus. Est-ce que vous décidez que c'est pas une priorité ni pour lui, ni pour toi? Donc, pourquoi pas faire un check dans 6 semaines, 3 mois, etc. Là, quelque chose que moi j'aime bien faire, c'est de proposer
si je vois que c'est pas pour tout de suite pour la personne, de le proposer de l'ajouter à ma liste de newsletters. Comme ça, moi, je reste frais dans sa tête pendant tout ce le processus en attendant que le marché américain devienne une priorité pour que, quand c'est le bon moment, c'est tout de suite à moi qui pense. Donc là, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous pouvez proposer comme la suite des interactions. Idéalement, ça sera bien sûr d'avoir un prochain rendez-vous pour aller plus loin dans la discussion, mais au moins vous avez déjà fait ce première étape dans votre acquisition client sur le marché américain. Merci beaucoup, Christina. Avec plaisir. Il est 30. Oui, oui, oui. Il est Si tu 30. veux conclure, juste. Oui, Je ouais, vais là, partir c'est dans la 2 dernière minutes. chose. Ouais, non, mais bien sûr, je te laisse conclure. Je Ouais. voulais juste vous dire que moi, j'ai une réunion importante juste après, là. OK. Donc, je vous dis au revoir. Je vous laisse dans le chat, hop, le lien, si vous voulez vous inscrire au prochain webinaire pour le 20 mai, pour la Learning Expedition. On vous explique tout. Il y aura des entrepreneurs qui viendront témoigner, etc. Vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup, Christina. Je te laisse conclure ce webinaire. Et, Merci, Stéphanie. merci à tous. On garde contact. Vous avez mes coordonnées. Si vous ne les avez pas, vous demandez à Virginie. Et c'était un plaisir. Merci, Christina, pour Avec cette plaisir. approche très pragmatique sur le marché. Au revoir à Merci. tous. Allez, ciao. Donc, pour terminer, là, vous avez fait votre premier rendez-vous. Aux États-Unis, il est de coutume d'envoyer un petit mail de remerciement. Merci pour ce temps d'échange. Mais vous voulez aussi dans ce mail apporter de la valeur, c'est-à-dire peut-être partager une ressource, au moins faire un récap de points que vous avez abordés, ce que vous avez vu, là où vous pouvez aider le prospect. Apportez quelque chose, pas juste un petit mail. Merci, c'était sympa. On se voit la semaine prochaine. Si vous ne l'avez pas fait dans l'appel et si c'est pertinent, réservez la prochaine étape avec la personne. Mais en principe, si vous devez faire un prochain appel suite à ce premier rendez-vous, je vous conseille toujours d'essayer de le caler pendant le rendez-vous avec la personne. Au pire, vous pouvez mettre un lien Calendly si vous avez oublié. Voilà, donc là, vous avez le plan d'action. C'est vraiment de créer votre plan de prospection et de suivi et de s'y tenir. C'est quelque chose que Stéphanie a montré au début. C'est qu'aux États-Unis, vraiment tout ce qui est prospection, acquisition client, enfin tout ce qui est commercial, c'est très carré en fait, parce qu'on est là pour faire du business et on s'attend à ce que ça soit systématisé. Donc, créez votre rythme de suivi. S'y tenir, moi, ce que je fais personnellement, moi, j'ai les 3 premières heures de toutes mes journées, je suis dans mon CRM et bim, 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 et je fais mon process. Pensez qui sont les contacts prioritaires quand vous vous posez pour commencer à contacter vos prospects. Mettre votre énergie en premier chaque jour sur les personnes les plus prioritaires. Et donc là, je vous invite à réfléchir à un changement, un seul, pour commencer, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui et commencer peut-être même à appliquer, peut-être aujourd'hui ou demain, mais pas dans une semaine. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'aide pour implémenter tout ça, on peut bien sûr rester en contact. Alors, je ne sais pas pourquoi mon texte, il est tout coupé comme ça, mais on peut rester en contact. Vous avez mon adresse mail, c'est christina@christinarebuffet.com. Le petit QR code, pareil, il manque du texte, mais ça va vers mon profil LinkedIn. Donc, on peut rester en contact sur LinkedIn. Moi, je poste à peu près tous les jours des choses pour vous aider justement à vous développer sur le marché américain. Et avec ça, je vous dirai, si vous avez d'autres questions, moi, je peux rester. Si vous devez partir parce que c'est l'heure, merci d'être là. Et j'espère que ça vous a apporté des choses très concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Elle est là, une question rigolote selon votre expérience. Quels secteurs ou types d'activités françaises sont actuellement le plus demandés ou les plus porteurs aux États-Unis? J'ai un client dans le secteur viticole et c'est un peu dur. Oui, le secteur viticole, il est extrêmement dur en ce moment.
J'ai lu notamment une histoire hier qui était juste affreuse. Donc, c'est très difficile. Les secteurs, type d'activité française, je dirais, en fait, c'est pas spécifiquement français, mais ça va être vraiment tout ce qui est dans la tech. Aux États-Unis, ça reste quand même un pays, le paradis de la tech, je dirais. Mais aussi la boulangerie. On accompagne beaucoup de boulangers qui partent aux États-Unis sous visa E2 pour créer leur boulangerie française et qui cartonnent en vendant des baguettes à 4 ou 5 dollars des fois. Donc, boulangerie, artisanat, vraiment tous les secteurs, à part en ce moment tout ce qui est vin spiritueux, etc., où c'est compliqué, mais des secteurs comme la tech, l'artisanat, le savoir-faire français, ça a toujours la cote aux États-Unis, malgré les choses. Voilà. Canada et les USA sont comparables en termes de prospection. Oui et non. Oui dans la culture, non dans le sens que le Canada, ils sont, je dirais, ils ont une attitude plus envers tout ce qui est données privées, RGPD, etc., qui est plus proche de ce qu'on trouve en Europe. Donc, comme en France, je dirais quelqu'un qui nous appelle et on dit bah, comment tu as mon numéro? C'est voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est bah, ok, ça peut être intéressant, discutons-en ou juste non, je suis pas intéressé, il raccroche. Au Canada, ils sont un peu plus regardants sur justement l'utilisation des données qu'aux États-Unis où là, c'est on sait que nos données sont vendues à toutes les entreprises de marketing et bah voilà, c'est comme ça. Mais au niveau de la culture, je dirais que c'est assez similaire globalement. Donc, ce que vous avez appris aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer pour le marché canadien. Bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, ça me permet de vous repréciser en effet que vous serez tous destinataires, hein, bien sûr, de mails récapitulatifs, vous intégrant le replay d'une part, et puis la présentation de Christina également. Donc, vous retrouverez en effet tous ces coordonnées et puis tout le détail de ce qui vient d'être dit. Et ainsi que les prochaines étapes de la programmation, donc, et avec les liens d'inscription qui sont associés. Voilà. Mais il ne semble pas y avoir d'autres questions. Donc à Très ce bien. moment-là, il ne nous reste plus qu'à te remercier, Christina, pour ton intervention, et puis à vous remercier tous de votre participation aujourd'hui sur ce webinaire encore riche d'enseignements. Merci beaucoup pour l'invitation.